Yo tout le monde, yo Nico, comment tu vas? Salut, salut, ça va et toi? Bah écoute, ça va. Est-ce que c'est la première fois que tu te doxes pour l'internet Non, francophone? non, même pas. J'avais fait le premier live avec GHZ, que je salue au passage, avril ou mai, je crois, sur YouTube principalement. D'accord. Et j'en ai fait un autre sur Twitter aussi, donc ouais, les gens connaissent ma tête. Ok, super. Et bah écoute, je te laisse déjà te présenter. Nico, Paradex, quel âge tu as? Qu'est-ce que tu fais chez Paradex? Qu'est-ce que c'est Paradex? Ouais, bah du coup, comme tu l'as dit, Nico, on me connaît sous le nom de Nicolas. Les gens, quand ils disent c'est Nicolas de chez Paradex, c'est moi. J'allais pas dire c'est Nicolas qui Nicolas paye. Kippé. Ça fait un peu plus d'un an que je suis chez Paradex là. Moi, en gros, mon métier, c'est je suis en charge du marché européen, assez largement en fait. Je vais pas dire j'ai plusieurs casquettes parce que ça fait cheap, mais en gros, je fais plein de choses sur le marché européen principalement, que ce soit côté institutionnel, donc aller parler à des market makers, des hedge funds, des gens qui peuvent apporter de la liquidité ou trader ou de la size, enfin des tas de choses côté institutionnel, et également sur le côté plus retail, go to market, marketing. Hem, surtout sur le marché européen, en fait, donc on a vu que ça faisait pas mal de bruit en France, Paradex, notamment parce que je suis en contact avec beaucoup de monde ici. Essayer d'avoir des stratégies similaires dans les autres pays, que ce soit l'Allemagne, l'Espagne, la Russie, les pays de l'Est. Donc en gros, ouais, tout ce qui va concerner le marché européen, et en plus de ça, je m'occupe de certains programmes en interne, certains programmes stratégiques, ça enfin, c'est assez varié. Tout le monde chez Paradex a plein de casquettes et a change de Ok, les tâches dont tu t'occupes au quotidien, ça change d'une semaine à l'autre et ça change beaucoup de ce qui est annoncé au départ. Et en plus de ça, je m'occupe du marché européen de Paradigme. d'accord. Ok. Et bah écoute, est-ce que tu peux déjà nous présenter rapidement ce que c'est Paradex pour ceux qui nous écoutent, sait-on jamais? Ouais, bien sûr. Ben, Paradex, c'est un DEX, donc c'est un échange décentralisé. L'idée, c'est de pouvoir trader n'importe quel asset, que ce soit du spot, des perfs, des options, et même des options perpétuelles qui sont un nouveau produit, à partir d'un exchange décentralisé. Donc ça veut dire que en tant qu'utilisateur, vos fonds sont toujours à vous. On n'a pas de contrôle sur les fonds des users, tout est géré par des smart contracts, c'est dans la blockchain. Hem et en fait, l'idée, c'est pas juste d'être un perp DEX comme on entend beaucoup ce terme aujourd'hui, mais c'est vraiment d'être un full scale DEX, donc un exchange qui comprend toute la suite de produits qui est disponible sur les échanges centralisés. Pensons à Binance, à FTX, à OKX par exemple, et d'avoir ça on-chain, donc sans qu'on ait le contrôle sur vos fonds, de façon non custodiale, et avec accès à toute la suite de produits, et donc d'aller, sur cette technologie blockchain qui permet de faire toutes ces choses-là depuis peu de temps, en fait. Ok, parce que là actuellement, donc on a que des produits dérivés, Ouais. donc futurs et options. J'ai cru comprendre que vous allez avoir un marché spot Yes. bientôt. Ça devait arriver cet été d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça traîne un peu, cette histoire de spot? En fait, le spot, enfin, déjà, il faut comprendre un truc, c'est chaque chose que tu veux faire sur un DEX, heu, si tu réfléchis en termes de développement, de produits et cetera, mettre le spot sur un exchange de dérivés, sur un échange centralisé, c'est déjà pas super facile, parce que tu as pas mal de paramètres à prendre en compte. Comment tu gères les dépôts, comment tu gères les retraits, comment tu gères les adresses, les valeurs des comptes, et en fait, chaque feature que tu vas ajouter à un DEX, comme c'est on-chain et que la logique du risk engine est on-chain, que la logique des dépôts est on-chain, que tout est on-chain et géré par les smart contracts, bah, tu complexifies, fois 10. Et en plus de ça, tu peux pas, tu dois toujours prendre en compte les côtés puissance de calcul, les côtés, est-ce que la chain elle va supporter cet afflux de calcul? Est-ce qu'il y aura pas plus de latence si tu rajoutes ce produit? Donc c'est juste que c'est extrêmement compliqué, et on pensait en fait avec la roadmap initiale pouvoir le faire en juillet. Hem Et en fait, pas du tout. On était, très, très loin de l'avoir, donc on a eu pas mal de recalibration à faire au niveau de l'infra, au niveau du back-end. Là, en octobre-novembre, tu vois, il y a eu le crash du 10. On n'est pas passé loin d'avoir un downtime. On l'a pas eu, on a eu beaucoup de chance, mais on a eu des downtime en septembre, par exemple. Et donc on a réécrit un peu tout le matching engine de Paradex, donc tout ce qui se passe au niveau de infrastructure, comment les trades se matchent entre eux, pour être capable de supporter une énorme augmentation des volumes, des flux et en fait, de la puissance de calcul nécessaire à faire tourner l'exchange. Et c'est avec des choses comme ça, en fait, qu'on peut lancer le spot, qu'on va pouvoir lancer les options, qu'on va pouvoir lancer le portfolio margin, qui est extrêmement coûteux, en fait, en termes de puissance de calcul. Donc c'est une des raisons, voilà. C'est la complexité et la puissance de calcul nécessaire.
Alors j'en profite, parce que j'ai un peu d'expertise. Peut-être que tu seras capable de me répondre. Vous êtes un des seuls, peut-être même le seul, DEX qui fait pas d'ADL, donc auto Ouais. deleverage. Heu, Pourquoi et comment vous arrivez à vous en sortir? S'il se passe une nouvelle catastrophe type, 10 octobre, vous avez pas peur que ça parte en sucette justement? Non. Bah, en fait, ça peut. C'est pour ça que l'ADL existe. C'est pour ça qu'il y a d'autres méthodes que l'ADL qui existent. L'ADL, en fait, nous, on a choisi à l'origine de pas le faire, parce qu'on a juste regardé ce qui se faisait sur le marché et l'ADL, c'est une relique du système de BitMEX, en fait et BitMEX, donc pour ceux qui sont pas hyper familiers avec ce système et qu'est-ce que ADL veut dire même dans un premier temps. En fait, l'ADL, c'est auto deleveraging. Ça veut dire si dans un cas comme le 10 octobre où le marché se crash, ça va, souvent générer des liquidations. Et quand les liquidations quand il y a trop de liquidations au même moment, hem, en fait, sur Paradex ou sur la plupart des exchanges, il y a un liquidateur qui est intégré à l'exchange, qui va liquider ses positions et il va prendre ses positions le temps de les liquider. Mais dans un événement comme le 10 octobre où il y a plus de liquidité sur le marché, où tous les market makers s'arrêtent de montrer des prix au marché et qu'il y a plus personne pour trader, le Vault, le insurance fund se retrouve avec des positions toxiques qui devraient être liquidées et il sait pas quoi en faire et donc ça trigger, une insolvency, donc il devient insolvable en gros le insurance fund de l'exchange et dans le cas donc de la plupart des exchanges, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont prendre les gens qui sont gagnants. Donc, tout le monde était, long bitcoin et les quelques mecs enfin dans un cas où le marché se crash, les gars qui étaient short bitcoin, ils sont gagnants alors que tout le monde était long, ce qui fait des positions insolvables. Et en fait, on va imputer aux positions short qui sont en bénéfice, on va leur imputer la perte du fonds d'assurance jusqu'à ce qu'ils redeviennent solvables. C'est un système qui marche sur BitMEX, par exemple, parce que BitMEX, je sais plus combien ils ont de bitcoin dans leur fonds d'assurance, mais même si tout le monde se fait liquider au même moment et que plus personne ne monte de prix, il devrait rester solvable. Parce que les volumes sont pas non plus énormes, c'est quelques, il y a je crois 2 000 d'open interest sur BitMEX. Ils ont beaucoup plus que ça dans le fonds d'assurance, donc ils sont assez safe. Et donc la plupart des autres exchanges ont juste répliqué ce modèle-là, les Binance, les OKX et même tous les autres DEX. Et nous, on est, assez proche de Deribit de par notre premier business qui est Paradigm et Deribit ne fait pas le ADL. Et en fait, une des principales, un des principaux problèmes de l'ADL, c'est que ça marche pas vraiment dans le cas de portfolio margin. Et portfolio margin, ça veut dire tu as plusieurs positions, qui se hedgent les unes entre les autres. Tu vois? Tu vas être long Bitcoin, spot et short Bitcoin perp. En fait, tu as pas d'exposition au marché, tu vois? Ton delta, c'est zéro. Si on te ADL ton short Bitcoin à ce moment-là, ben, ça te casse ton hedge. Et en fait, sur des portfolios, déjà, tu vois, dans ce cas-là, spot, perp, c'est facile à comprendre. Mais va regarder le cas de quelqu'un qui a un portfolio d'options, diversifié. Tu es long des calls là, tu es short des puts là et tout pour maintenir un hedge. Je sais pas, tu veux hedger ton gamma, tu veux hedger ton delta. Enfin, c'est des positions très complexes. Si on commence à casser les positions gagnantes de ces gens-là, hem, dans le cas d'un ADL, en fait, on casse le hedge et ça crée encore plus de problèmes. Mmh. Et donc le Donc vous modèle, avez choisi d'assumer, de ne pas faire d'ADL et de faire différemment? ouais, en fait, l'alternative à l'ADL, ça s'appelle le socialized loss. Et en fait, c'est un système où au lieu de prendre que les positions gagnantes, en fait, tu prends les positions de c'est pas vraiment les positions de tout le monde, c'est la capacité à withdraw de tout le monde. Et en fait, c'est «tout le monde» entre guillemets parce que tu peux décider de le faire comme tu veux. L'idée aujourd'hui, nous, c'est tout le monde, mais l'idée, c'est d'aller plus vers, les gens qui sont en train de trader. Et en fait, si le insurance fund, il est insolvable de 5, bah, tout le monde est cut de 5 sur ce qu'il peut withdraw tout de suite. Et en général, dans ces situations, là, un peu de stress de marché, le insurance fund, il reste jamais insolvable très longtemps, tu vois? Ça dure, quelques secondes, voire quelques minutes dans les cas extrêmes. Hem, mais au moins tu as pas cassé les hedges de tout le monde, quoi. Tu as juste dit à tout le monde: «Vous pouvez pas withdraw 5 de votre wallet maintenant», le temps que le insurance fund redevienne solvable et ça permet justement d'éviter de casser les hedges de tout le monde. C'est très technique, hein, tu vois? C'est vraiment quelque chose qui me dépasse, complètement et d'ailleurs sur ce sujet, ça pourrait être pas mal si vous ne l'avez pas fait de coucher par écrit ce fonctionnement-là, parce que je pense que ça intéresserait du Ouais, monde. on a Picsou écrit un était article curieux d'ailleurs dessus. à ce sujet-là. On a OK, on a sorti un article de blog dessus qui était pas forcément, extrêmement clair non plus. Je pense que ça vaut le coup d'en reparler. Mais je t'avoue, même ouais. moi, ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre et récemment, là, j'ai fait une petite tournée d'Europe, avec un de mes collègues. On est allé rendre visite à pas mal d'institutionnels avec qui on travaille, pour prendre un peu la température, pour parler de ce qu'on va faire après, du TG et cetera.
Et c'était le mot aux lèvres de tout le monde, quoi. ADL, 10 octobre, on s'est fait casser nos hedges, on peut plus faire de delta neutral, on doit remettre des nouvelles procédures de risque en place. Et ça nous a beaucoup bénéficié, entre guillemets, nous, parce que le 10 octobre, il y a beaucoup de gens, bien sûr, qui se sont fait liquider. Mais la plupart des traders avertis ou qui renaient des positions delta neutres, donc qui faisaient de l'arbitrage de funding, qui faisaient du basis ou des choses comme ça, bah, tu leur retires une incertitude en n'ayant pas d'ADL. Mmh. Donc Ouais, notre tout à OI, fait. il est passé de à peu près 100 millions à 400 millions. Là, on est autour de 500 millions maintenant. Hem et un de mes Open objectifs, interest pour ceux qui nous écoutent, donc open traduit interest, quand même, c'est la quantité de positions ouvertes sur l'exchange. Et je langue pense écharpe du coup, on ouais. va s'approcher du billard, d'ici le lancement du token, quoi, parce que on a de plus en plus de discussions intéressantes avec des gens qui ont eu ce problème-là pendant le 10 octobre. Tu leur dis tu fais un message simple, tu dis: «Ouais, les Paradex, on fait 1 milliard de volume, 500 millions d'OI et on n'a pas d'ADL». Tout de suite, les gens, ils sont intéressés, quoi. Et en plus, tout le reste qui fait qu'on en est là aujourd'hui, mais c'est un argument de vente très puissant. Oui, Hem Et à mon avis, c'est quelque chose qu'on va de plus en plus, enfin, ça a soulevé tellement de questionnements sur ce système qui est pas hyper, clair. optimisé, mais ça arrive Mmh. tellement rarement que beaucoup de gens n'avaient même pas pris en compte que ça pouvait arriver un jour. Mmh. Mais il faut juste Mmh le mh. Ouais, considérer, tout quoi. à fait, C'est du edge case. tout à fait. Et du coup, bah, je te challenge encore sur la partie, business. Aujourd'hui, vous avez, fait un choix qui est le zéro fees. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, hein, pour citer, par exemple Lighter Mmh mh. qui a très, très bien fonctionné sur ce système-là. Bon, vous expliquez très bien, comment vous arrivez à faire de l'argent, autrement, via le spread, via, les market makers de ce que je comprends et n'hésite pas à me corriger Ouais, d'ailleurs si je bah, dis une bêtise à ce l'argent, en fait, sujet-là. ouais, il y a le 1er revenu aujourd'hui de Paradex, il vient des market makers. Donc les market makers Voilà. payent, les traders API payent. Donc les gens qui veulent faire des trading à haute fréquence, qui veulent automatiser plus vite que ce qui est autorisé en tant que retail, eux, ils nous payent des fees. Mmh mh. C'est le business model de Lighter aussi. Aujourd'hui, c'est ça. Mais ce qu'il faut voir, en Yes. fait, c'est que si tu regardes Robinhood, par exemple, qui est un des grands exemples de ce qui a fonctionné dans la finance traditionnelle sur le zero fees, ils sont arrivés sur un marché où c'était dominé par les brokers qui te font payer des fees. Hem, Ils ont dit: «On fait zero fees», et aujourd'hui, leurs revenus, il y a même pas la moitié des revenus de Robinhood qui vient de zero fees. Et en fait, déjà, tu as le revenu du flux, donc les market makers qui payent pour trader contre des retail. Ils font ça sur le spot, sur la crypto, enfin sur le spot, les equity, les actions, la crypto et surtout les options. C'est sur les options qu'ils font leur plus gros revenu de flux. Mais ensuite, là où ils font beaucoup d'argent, Robinhood, c'est sur les dépôts. Parce que quand tu mets un dépôt, je sais pas, tu mets 1000 balles sur, Robinhood, eux, ils génèrent des intérêts dessus avec, des risk-free assets, avec des bons du trésor américain, par exemple. Ils prennent un léger spread sur ça, mais ils ont accumulé tellement d'utilisateurs sur leur plateforme en ayant ce côté, zéro fees, tu trades, tu as une super interface en plus, enfin, il y a plein d'autres arguments pour aller sur Robinhood. Ils génèrent énormément d'argent, je crois, c'est 30 à 40 aujourd'hui de leurs revenus qui vient de ce côté-là, les spreads D'accord. sur les dépôts. Et ensuite, nous, on a d'autres allées de revenus, enfin ouais, d'autres côtés du business qu'on pense pouvoir développer en termes de revenus. Il y a le côté, asset management, tu vois? Avec les vaults. Aujourd'hui, c'est encore très peu développé en DeFi, notamment parce qu'il y a très peu le cadre régulatoire est pas du tout prêt encore. Mais on a beaucoup de hedge funds qui sont intéressés par le fait de lancer des vaults parce que en fait, ça te permet de faire abstraction de tout le côté administratif de lancer un hedge fund. Au lieu de devoir ouvrir une structure au Caïman, ça te coûte, 100 000 tu vois, d'ouvrir un fonds au Caïman. Donc si tu as pas levé de 10 millions, ça sert à rien. Donc il y a beaucoup de fonds qui font le choix de faire du SMA, ça veut dire que tu vas leur passer l'API de ton compte Binance, ils vont trader pour toi. Enfin, il y a plein de choses compliquées dans ce milieu-là. Si tu fais un vol, tu peux directement recevoir de l'argent de tes investisseurs. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de Mmh. protocoles aujourd'hui qui se positionnent très fort sur le côté Vault institutionnel. Il n'y a pas encore énormément d'argent là-dedans. En fait, quand tu fais ça, que tu offres aux hedge funds une plateforme pour gérer de l'argent externe, que ce soit des allocateurs institutionnels ou même du retail, tu peux les facturer très légèrement, tu vois? Ça peut être 10 bips de plus sur les frais enfin sur l'asset sous management. Donc ça, c'est un des côtés aussi qu'on pense va prendre de plus en plus de place dans le futur. Et enfin, le dernier côté, que je considère comme principal, parce qu'il y a sans doute d'autres choses qui vont, s'ouvrir à nous quand on sera plus loin dans la roadmap, c'est la chain. Ouais, C'est le fait que tu ouais. tu peux se développer une chain, tu fabriques un peu ça comme un app store, en fait. Tous les revenus de la chain, une partie des revenus de la chain peut nous revenir. Tu construis et même tu fais du builder's code, tu vois? Tu peux coder ta propre application
pour trader sur Paradex. Disons, tu veux faire, je sais pas, une application hyper simple sur iPhone où c'est je dépose en Apple Pay et j'achète du Bitcoin spot, et bah, tu pourrais le faire sur Paradex et tu pourrais nous reverser une partie des fees que tu génères avec ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais du coup, qu'est-ce qui je suis un peu tranchant de ce point de vue-là, mais aujourd'hui, vous avez une concurrence qui est extrêmement féroce. Ouais. Ah, bon, vous avez les L1, Ethereum, Solana et tout et puis après, bah, sur le narratif Perpdex, vous avez du coup Lighter, vous avez Hyperliquid. Pourquoi j'irais construire une application sur, du coup, une infra, on va dire Starknet-like, sur Paradex et pas ailleurs? Sur le côté chain, du coup. Ouais, sur le côté chain, tout Sur à le fait. côté chain, ouais, c'est un bon point. Bah, en fait, ça va surtout être une question de distribution. Mmh. Les gens, ils vont décider, et c'est ce qui se passe dans les blockchains en général aussi, ils vont décider d'aller là où il y a des users, là où il y a du volume, là où il y a de la TVL aussi notamment. Paradex, en fait, le côté, tu vois, ce qui va différencier beaucoup Paradex de Hyperliquid dans l'approche, c'est le côté intégration verticale, en fait. C'est que nous, on met un peu tout dans une app, qu'on a sur, internet, qu'on a sur iPhone, et permettre aux users de faire un peu abstraction de tout le côté crypto wallet. Il se login une fois et ensuite il peut tout faire dans l'app. Et donc c'est une façon un peu plus de capitaliser sur les users. Aujourd'hui, la chain, elle est vraiment early, il y a que nous dessus. Il y a un testnet qui est ouvert. Je pense pas que ça va être là où on est le plus intéressant dans au moins l'année ou les 2 ans à venir. Je pense que ça va s'ouvrir au fur et à mesure quand Paradex va grossir. Mais Ouais. aujourd'hui, l'idée pour nous, c'est plutôt de l'intégration verticale dans l'app Paradex, et d'offrir de plus en plus de services au sein de la même app, tu vois? Comme sur, Binance, tu peux faire des millions de choses différentes. Tu es pas obligé de faire que du trading. Et du coup, donc cette logique zéro fees où aujourd'hui c'est les market makers qui est votre principale, source de revenus, Ouais. ça va rester comme ça ou il pourrait y avoir un changement, un pivot, post-TGE? Non, il y aura enfin, aujourd'hui, on voit pas pourquoi il y aura un pivot. Genre, pour nous, c'est le futur du marché. C'est arrivé en TradFi et D'accord. Robinhood, ils sont venus, ils ont cassé le marché, et aujourd'hui, tous les autres brokers américains sont adaptés. Ça commence à arriver Ouais, en Europe aussi avec les Trade Republic, avec les Revolut, si je dis pas de bêtises, c'est zéro fees aussi. On ne sait pas comment des bourses directes arrivent encore à exister. Ils ont des fees assez bas, mais ils vont finir par devoir s'adapter. En crypto, d'accord. ce qu'on voit sur le marché, c'est clairement le marché, il est friand de ce zéro fees avec Lighter qui a très bien marché. Les gens commencent aussi à réaliser que c'est moins cher de trader en zéro fees, malgré toutes les tentatives des exchanges de dire, «C'est plus cher, ton coût d'exécution, il est moins bon», mais en fait non. Et ça, tu peux le prouver avec des datas, et là, on voit aussi des signes que la concurrence, même du côté des exchanges centralisés, commence à s'adapter. Avec, Binance qui vient de lancer le RPI, qui est un peu un premier Ouais, pas vers faire du zéro fees. Si tu as pas le Lighter, ils ont fait le choix de pas mettre le RPI. Ce qui est très intéressant, en fait, c'est peut-être pour, prendre un peu de recul sur ce que je suis en train de dire, parce que j'utilise des termes un peu compliqués encore. En fait, Paradex, pour faire du zéro fees, la 1re grosse brique à ce produit, c'est de mettre le RPI. Et RPI, en fait, ça veut dire que tu fais du Retail Price Improvement. Et comment ça s'explique, concrètement? Ça veut dire le market maker, il met un ordre dans le carnet d'ordre et il dit: «Cet ordre-là, il est uniquement accessible pour un retail». Et par retail, j'entends quelqu'un qui a une latence supplémentaire et quelqu'un qui est limité en termes d'activité. Il peut pas mettre 10 ordres à la seconde comme un market voilà, maker ou un ou particulier un qui a trader haute fréquence. une latence, on va dire, humaine, à dimension humaine et pas un robot Ouais, algorithmique qui peut exactement, déposer, retirer, déposer, retirer. exactement. Tu pourrais faire de l'algorithmique sur le RPI, mais genre, par exemple, tu ferais un ordre toutes les heures. Tu dis, tu regardes des indicateurs, tu mets un bot pour trader sur Paradox, bah, tu as le droit à ton zéro fees, tu vois? Tant que tu as pas une vitesse surhumaine et que tu es pas en train d'essayer d'exploiter les anomalies de pricing, des market makers, ce qu'on appelle le flux toxique, pas de souci, tu es considéré comme un retail, tu peux trader ces ordres-là. Et en fait, en faisant ça, tu mets ce carnet d'ordre-là en parallèle de carnet d'ordre accessible à tout le monde, qui sera sûrement un peu plus, large, il y aura des spreads plus élevés. Hem Et en fait, en faisant ça, bah, tu peux dire au retail: «Beh, les gars, en fait, vous tradez là-dedans, vous avez des meilleurs prix. Autant aller jusqu'au bout de cette idée-là, de vous mettre zéro fees». Et le market maker, comme il aura plus de flux grâce à cette amélioration de prix et que le retail paye zéro, le maker aura plus de flux. Donc par définition, il pourra se hedger plus, il aura moins de coûts de hedging, parce qu'au lieu d'aller devoir se hedger sur une autre plateforme, il pourra être hedgé constamment sur la même plateforme parce que ses ordres, ils seront pris dans les 2 sens. Hem Et en gros, ça permet de faire du zéro fees, avec le RPI. Donc Binance, là, ils ont Mmh. annoncé le RPI. Bybit avait déjà un système RPI duquel on s'est inspiré, mais Bybit c'était fermé. Donc il fallait faire partie du programme market maker, c'était pas ouvert à n'importe qui. Nous, c'est public, donc n'importe qui peut décider d'essayer d'aller prendre du flux retail,
et c'est sans coût supplémentaire, quoi. C'est juste tu mets un tag RPI dans ton ordre et tu dis: «Je veux être pris que par des retail». Alors, question bête du coup, parce que tu piques ma curiosité. Imaginons moi Capet, je veux être, market maker, je peux très facilement devenir market maker de Paradex, où il y a une barrière à l'entrée budgétaire, technique, Bah, la barrière à l'entrée, en fait, tu peux être market maker sur Paradex, tu peux te connecter à l'API, faire ce que tu veux. La barrière à l'entrée, c'est juste, est-ce que ton prix va être compétitif par rapport aux autres market makers qui ont des infras et des armées de traders, quoi? Mais ouais, aujourd'hui, tout à fait. nous, une des grosses différences avec pas mal d'exchanges, c'est qu'on n'a pas de barrière à l'entrée, on n'a pas d'avantage pour les market makers. Il y a rien qui fait qu'un market maker, il va mieux performer qu'un autre, quoi. Ouais, t d'accord. Tout le monde a Je accès aux vois ce que mêmes tu veux fees, dire. tout le monde a accès aux mêmes conditions, tout le monde a accès à la même documentation. Tu vois, bien sûr, si tu arrives et que tu es, Jane Street, bon, on va peut-être un peu plus t'aider, mais dans l'idée, on est là pour aider tout le monde. Donc si quelqu'un veut coter un API sur Paradex ou a des questions sur la doc, il peut me demander à moi, il peut demander sur le Discord, il y a un channel développeur. Tout le monde a les mêmes conditions, quoi. Donc il y a pas de barrière à l'entrée Yes. et tout le monde a accès aux mêmes Donc choses, au RPI, quote en API. que tu sois particulier ou professionnel, tu veux avoir un besoin, bon, tu as la doc évidemment, mais tu peux aller sur le Discord et poser des questions. Ouais, carrément. OK, super. Alors, je continue dans mes questions. Du coup, bon, pour le moment, pas de token. Ouais. Vous avez, comme beaucoup de vos concurrents, vous êtes partis dans un délire avec un système de points, Mmh. avec donc une logique de farming où vous distribuez des points, chaque semaine. Donc, bah, forcément, quand il y a eu un très gros attrait sur le narratif Perdex, bah, tout le monde s'est arraché les mêmes points. Là, en ce moment, ça s'est calmé. Mais moi, je vais te challenger sur le token DIM. Vous avez pas peur que ce token, une fois qu'il sorte, c'est bon, les farmers, ils dump et puis ciao, je passe à autre chose et puis Paradex, road to zero. À quel point vous êtes confiant sur votre produit et sur votre vision aujourd'hui? Ouais, c'est un très bon point et je pense que c'est ce qui va se passer sur beaucoup de DEX et même nous, tu vois, il y aura sans doute une baisse d'activité, mais en fait, pas forcément déjà dans un premier temps parce que, tu vois, par exemple, Aster, ce qui est pas forcément le meilleur exemple, mais on a tous vu au TG, ils ont lancé leur token, personne, connaissait ce truc. Ou on en avait entendu Mmh, parler vaguement, on se disait: «Ouais, il y a un exchange chinois, apparemment c'est lié à Binance». Personne savait trop ce que c'était et notamment sur le crypto Twitter français, les gens ont commencé à aller trader là-bas après le lancement du token parce qu'il y avait une le TG, saison, ouais. supplémentaire. Donc tout déjà, il y aura sûrement une autre saison après le TG parce on a encore du dans la tokenomics du Dime, il y a encore des pourcentages alloués à la communauté. Mais en fait, le côté incentive, clairement, il y a des farmers et clairement, si vous avez rien de mieux à faire, allez farmer parce que c'est une opportunité qu'il y a pas tous les jours. Les exchanges sont prêts à payer cher pour acquérir des users, donc il faut en profiter. Mais ça va pas durer pour toujours, quoi. Les gens, ils vont pas lancer une infinité de paires d'ex avec des tokens qui vaudront quelque chose. Donc nous, on s'est bien sûr positionné sur ce système de points, de airdrop parce que c'est une façon d'acquérir des users, de faire du bruit, d'attirer des gens. Là, récemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu changé la distribution. On a un peu plus alloué de points aux gens qui font beaucoup de open interest, donc ils tiennent des grosses positions longtemps. Parce que enfin, le revers de la médaille de ce système de points, c'est que tu as beaucoup de gens, ils vont mettre 100-200 balles. Ils vont farmer du volume, comme des fous, tu vois? C'est pas un problème, mais c'est pas forcément les users qui vont être les plus, sticky, donc les plus pertinents dans le futur, quoi, qui vont rester longtemps. Ouais, Alors qu'un user ouais. qui a déposé 1 million qui tient, 10 000 d'open interest, parce qu'il fait je sais pas, de l'arbitrage de funding, du delta neutral ou juste qu'il aime bien la plateforme, il trouve qu'il y a une bonne liquidité, il trouve qu'il peut tenir ses grosses positions ici longtemps. Mais en fait, s'il fait ça aujourd'hui, il va sans doute rester là demain, parce que c'est une Ouais, plateforme qui est mieux, quoi. Donc il y a ce je vois ce que tu côté-là veux et en dire. fait, il y a le côté, tu vois, il y a un truc qui est un peu dommage, comme tu l'as dit, on n'a pas eu le spot au moment où on le voulait, donc la roadmap, on a pris du retard dessus. Il y a beaucoup de choses pour moi qui font que Paradox va être le meilleur produit ou un des meilleurs produits en tout cas, parce qu'il peut y avoir plusieurs bons produits. On n'est pas obligé d'être le seul DEX, tu vois? On veut être le numéro un bien sûr, mais il y aura toujours à mon avis, Hyperliquid, ils ont encore du temps pour être, restés au top comme ça. Lighter, ils vont sans doute faire beaucoup de bruit avec leur TG. Hem Il peut très bien avoir 3 DEX, tu vois, qui sont les 3 principaux, sources de liquidité sur la DeFi, les principales. Et en fait, Paradex avec le côté portfolio margin, avec le côté option, donc on sera le seul DEX qui a option, spot et perps dans le même compte. Ouais, Ensuite, tu as le multicollatéral, donc tu peux décider d'utiliser du bitcoin comme marge, tu peux faire des positions de basis, tu peux faire des positions de delta neutre au sein du même exchange. Donc tu as énormément de produits comme ça qui s'additionnent les uns aux autres, qui permettent de faire énormément de choses sur l'exchange.
Ensuite, un exchange, en fait, au final, c'est quoi? C'est quelqu'un qui te vend de la liquidité. Tu vends 2 choses, tu vends la liquidité et l'immédiateté, quoi. Tu dois être en mesure de Ouais, trader maintenant, l'instantanéité. Ouais, tout à l'instantanéité. fait. Ça, tout le monde se bat, tout le monde a des programmes d'incentive, tu vois? Tous les exchanges, ils font ce qu'ils peuvent pour attirer les market makers. Hem et grâce au côté DeFi, au côté token, bah, ils ont sans doute des arguments un peu sexy en ce moment que les SEX n'ont pas. Donc il y a certains exchanges traditionnels qui tirent un peu la gueule parce qu'ils peuvent plus seulement, donner des rebates aux makers, ils sont obligés de faire des programmes, encore plus onéreux. Dans la DeFi, en fait, grâce au token et grâce au flux surtout, on pense que le modèle, il va être un peu réécrit, quoi. Et donc aujourd'hui, nous, on arrive il y a 6 mois, on galérait un peu à attraper des market makers, tu vois? Tu es en compétition avec tout le monde. Tu atteins un certain palier de volume et tu dis que tu montes le volume surtout à quoi il ressemble. C'est pas que des instis qui essayent de t'arbitrer, c'est que du retail, le volume, enfin, c'est principalement du retail. Donc c'est du flux qui est non sophistiqué, qui est peu informé, du flux que le market maker, il aime bien, quoi. Donc plus tu arrives à offrir ça, plus ton exchange, il est sexy et plus tu as de la bonne équité. OK. Et du coup, vous, aujourd'hui, vous êtes opération séduction plutôt, bah, pour de l'institutionnel au final. Bon, sans délaisser le retail parce que c'est aussi une partie de votre marketing via l'airdrop et cetera. Mais, dans la discussion que j'ai eue avec toi en off, j'ai vraiment l'impression que vous êtes, en tout cas dans l'équipe, des gens qui sont très branchés institutionnels et très concentrés sur l'institutionnel parce que c'est peut-être sur cette porte-là que vous allez faire des revues et que vous allez survivre post-TGE. Dis-moi si je me trompe? Non, bah, c'est un point intéressant, en fait, on est obligé d'avoir les 2. Hem, Tu vois, le truc, c'est pour moi, en tout cas, et on a dans l'équipe, on a à peu près, je crois, on est 6 ou 7 à s'occuper du développement du business, en général. Hem, il y a des gens qui vont être full retail, donc ils vont essayer d'organiser des événements, ils vont essayer de faire grossir la communauté, je sais pas, au Vietnam. Là, j'ai un collègue qui était à Abu Dhabi, tu vois? Il y a beaucoup de choses à faire, pour augmenter la communauté et le awareness du projet. Moi, j'ai un background un peu plus institutionnel, donc je m'occupe aussi pas mal de ça. Et c'est vrai que pour moi, tu vois, c'est sans doute plus rentable d'aller chercher un gars qui peut rajouter, 50 millions d'OI, en parlant à une seule équipe, qu'aller chercher, 50 millions de retail qui vont tous mettre 1 d'OI. Hem, donc les 2 sont hyper importants et non, je pense qu'aujourd'hui, le focus, il est plus sur le côté retail, sur le côté aller offrir une plateforme qui fait que le retail ou l'utilisateur final est content de trader sur Paradex, il est rewardé pour trader sur Paradex et il est content d'être là. Il me dit: «Bug de continue, j'arrive». Je vais peut-être regarder le chat un peu s'il y a des questions, les gars. On prend le contrôle de Coin Academy. Nico, tu trop beau, merci. Flexlix qui me dit: «Nico est encore plus beau IRL». C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont eu la chance de me rencontrer. Ouais, du coup, moi, je suis basé à Londres, mais je fais pas mal aller-retour avec la France aussi, et j'essaye de faire des événements autant que possible, en fait, en Europe. Là, on en a déjà fait 2 à Paris. On en a fait un petit à Londres la semaine dernière. S'il y a des gens vers l'Espagne, je suis pas loin de l'Espagne en ce moment, je me dis peut-être ça vaut le coup de faire quelque chose en Espagne. Je sais pas si on a beaucoup de gens là-bas. Peut-être quelque chose en Russie l'année prochaine, si c'est pas dangereux. Du coup, vous vous rémunérez sur le spread? Non, du coup, non. En fait, le spread, en fait, se rémunérer sur les spreads, c'est ce que fait, par exemple, je crois Revolut, ils font ça. En gros, le meilleur, tu vois, sur un marché où le prix c'est 100 et où tu as le meilleur bid, c'est 99,9 et le meilleur off, c'est 100,1. Bah, Revolut, ils vont ouvrir le spread et ils vont te dire, en fait, t'achètes le truc à 101. Et ils ont décalé le prix et ils ont pris cette différence-là et c'est un spread qu'ils ont rajouté. Nous, on fait pas ça. Nous, le prix, il est réel. Donc les market makers, ils prennent des prix, mais par contre, ils nous payent, nous, pour mettre ce prix dans le carnet d'ordre. Euh, Ils nous payent une fraction de points de base, donc ils payent 0,2 points de base, ça fait 0,002%. Donc en théorie, tu devrais t'attendre à avoir un spread d'au moins 0,004%. En pratique, tu es à peu près à ça, ouais, voire un peu moins, parce que des fois, il y a 2 makers qui ont des positions enfin, tu as 2 makers différents qui ont des positions, en anglais, le terme, c'est skewed. Enfin, ils ont une incentive à côté plus tight, à l'offre ou plus tight au bid et du coup, ils nous payent, enfin, quel que soit leur côté, quelle que soit leur direction pour mettre ce carnet cet ordre dans le carnet d'ordre. Tu conseilles de laisser des positions ouvertes toute la semaine pour Gras et Max XP? Bah, j'ai pas la formule de XP moi, c'est quelque chose qui est top secret et que personne n'a à part une seule personne. Hem, Aujourd'hui, ce qu'on a dit sur le Discord, c'est, aujourd'hui et pour les prochaines semaines, on va continuer de donner plus de points d'XP, à l'Open Interest.
Donc en théorie, ouais, tu devrais plutôt garder des positions ouvertes longtemps pour avoir plus d'XP, mais après, c'est pas linéaire, c'est pas mathématique, c'est pas hyper prédictible, justement parce que la formule, elle change toutes les semaines et que c'est dans l'idée de la changer toutes les semaines, c'est de pas forcément être hyper exploitable et de pas avoir des mecs smart ou plus smart que nous pour qui arrivent à gamer, à prendre tous les points, quoi. Bon, me voilà, je tiens à m'excuser. Ça fait peut-être 6 mois que j'habite à Dubaï. VPN, TLS over HTTP, tout ce que tu veux. J'ai tout essayé. Au bout d'un moment, ça saute. Voilà, sachez que si un jour vous avez envie de vous expatrier et que vous êtes streamer, eh bien, chez l'opérateur DU, en tout cas, vous n'avez pas le droit d'avoir une connexion stable plus de 40 minutes. Voilà, donc je m'excuse. En tout cas, merci beaucoup Nico d'avoir comblé Ouais, le t'inquiète. vide en attendant. Ils avaient l'air d'être très contents, donc ça c'est très cool. Euh, du coup, quand est-ce qu'on a le TGE? Quand est-ce qu'on a le spot? Quand est-ce qu'on a les stocks tokenisés, prediction market? C'est quoi la suite de l'aventure? Ouais. La fin de la saison 2, c'est fin janvier, je crois, c'est le 29 janvier, la date exacte, qu'on a annoncé quand on a annoncé qu'on est en net 6 mois. Et donc, le TGE va arriver peu après ça. Donc, ça va être du courant février, quoi. Quoi en février? Ok. Ouais. Donc ça, Normalement. ouais, normalement, mais là, on est à peu près sûr, là. Enfin, on Ok. est même sûr. Ça va être en Et février. Le ok. spot va arriver avant ça, parce que tu dois déjà avoir le spot de près, donc potentiellement, il y a peut-être un coin qui sera avant le dime. On verra lequel. Ok. Mais il y aura du spot un peu un peu avant le TGE pour que les rails soient prêts. Que, tu vois, il n'y a pas un truc last minute de on n'a pas de spot. Enfin, là, cette Ouais, fois-ci, c'est ok. pas possible, quoi. Genre, tu vois, l'équipe aujourd'hui de Paradox, on est 35, je crois, en tout à peu près. Euh, sur ces 35, il y a à peu près 25 personnes, même je dirais, qui sont côté dev, côté produit, côté tout ça. Euh, Leur full focus aujourd'hui, c'est le spot. Hmm. Hmm. Bien sûr. Bien sûr. Mais t'as pas. Moi, en fait, j'ai l'impression, je peux me tromper, que les perp decks, ils aiment pas le spot parce que c'est beaucoup de difficultés d'intégration, etc. Et c'est Ouais. pas forcément la mine d'or, quoi, parce qu'en fait, c'est sur les dérivés, les options que tu fais de l'argent et pas tellement sur le marché spot. C'est plus pour faire plaisir aux gens, quoi, finalement, le marché spot. En fait, tu peux voir ça de deux côtés. Nous, on le voit comme tu veux être un exchange et tu veux être un endroit où les gens ils vont venir stocker leur argent. Ils vont essayer de faire de l'argent en tradant des perps. Ils vont mettre de l'argent dans des vaults pour faire de l'argent de façon passive. Le terme en anglais que Fidi utilisait, Fidi le fondateur, c'est un wealth creation machine. Donc c'est comme, tu vois, Revolut aujourd'hui, c'est ton compte en banque, mais tu peux l'utiliser pour mettre de l'argent dans des saving accounts où tu génères du 4%. Tu peux acheter des stocks, tu peux acheter des cryptos. Donc un DEX, pour nous, c'est le modèle du futur sur lequel les gens vont pouvoir créer de la valeur et créer de l'argent et générer de l'argent sur leur argent. Pour faire ça, si tu n'as pas le spot, bah, comment je fais moi si je veux acheter du Bitcoin, par exemple? Je vais pas tenir une position perp sans levier toute l'année. Et si je veux créer de l'argent de long terme, créer du capital sans trader, bah, c'est très risqué pour moi de le faire avec des produits dérivés. Je pourrais le Mm. faire dans une autre mesure, tu vois, mais c'est pas les mêmes horizons de temps, c'est pas les mêmes problématiques, c'est pas les mêmes objectifs. Euh, et donc, en fait, si t'as pas le spot, tu permets pas aux gens de stocker leur argent, tu permets pas aux gens d'acheter des choses pour le long terme. C'est surtout ce côté-là. Et ensuite, bien sûr, tu ouvres énormément d'autres cas d'usage, tu vois, avec des cas plus trading où tu peux être long Bitcoin spot, short Bitcoin perp, prendre la différence sur le funding. Tu peux permettre aux gens de faire du pair trading avec différents actifs. Enfin, tu peux faire énormément de choses. Mais la principale raison d'avoir le spot, c'est d'être un exchange complet où tu as tous les produits à la fois et où les gens peuvent utiliser de la façon qu'ils veulent. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, un perp DEX, le commun des mortels, il n'est pas censé trader un perp. Ouais. C'est un Ouais. produit avec du levier, tu vas te faire cramer, quoi. Tout à fait. C'est pour ça que je te challenge sur cette partie spot, parce que moi, c'est ça personnellement qui m'intéresse. Ouais. J'ai toujours une certaine réticence sur la partie dérivée, en tout cas sur la partie dérivée avec levier, quand le spot existe. Mm. Après, quand tu n'as pas trop le choix, par exemple, bah, les actions tokenisées, je peux comprendre que ça passe d'abord par l'apport Ouais, bah le, dérivé le avant de perp, les c'est un avoir au super format produit, quoi. spot. Ça te permet de multiplier ton capital. Enfin, si tu n'as pas beaucoup de capital et que tu es sûr ton truc il va monter dans les prochaines semaines, super, tu as un pair, tu peux déposer 1 000 euros, tu as une position de 5 000 euros, tu prends pas trop de risque de liquidation.
Enfin, ça a plein d'avantages, mais sur le très long terme, moi, je continue d'acheter du Bitcoin en spot, quoi. J'ai jamais gagné d'argent sur les perps parce qu'à chaque fois, je m'enflamme, je prends trop de levier et, et je me fais liquider, quoi. Donc, c'est pas un Mmh. produit pour tout le monde. Et en crypto, en fait, on a un peu trop, j'irais pas jusqu'à dire on a trop démocratisé le produit dérivé, mais c'est un peu l'idée, tu vois. C'est que on a offert aux gens des façons de gamble ou de spéculer un peu déraisonnables, alors qu'en finance traditionnelle, tu as les CFD à la limite, mais tu as le max du levier du CFD, ça doit être x10, peut-être x20. En crypto, dès les premiers jours de BitMEX, tu avais des leviers x100, quoi. Mmh. Donc tu te fais Tout à fait. liquider instant. Euh, donc voilà, il y a peut-être un peu ce décalage entre l'état d'esprit crypto et le reste de la finance qui fait qu'on passe souvent pour des gros spéculateurs, des gros gamblers et qu'on fait n'importe quoi, des vrais DJs, quoi. Le spot, ça permet un peu de recadrer tout ça et de dire aux gens, bah, en fait, tu veux acheter des bitcoins, mais si ton mais on peut pas se barrer avec la caisse, quoi. Et c'est une des Mmh. principales raisons qui ont fait que la team a fondé Paradex au début, c'est qu'ils ont perdu énormément d'argent sur FTX. Et mon boss direct, là, qui est D'accord. le Chief Commercial Officer, il avait tout son argent, lui, sur FTX. C'était un max believer de la self-custody, tu vois. Il avait tous ses bitcoins sur un ledger et tout. Et un jour, il a tout mis sur FTX, et un mois après, FTX se barre avec ses bitcoins. Mmh. Et, Mmh. et en fait, c'est juste pas possible, quoi. Et ça a continué d'arriver. Il y a eu d'autres cas de hack, il y a eu un tas d'autres cas. Donc, en fait, en faisant tout on-chain, en faisant tout sur des smart contracts, en ouvrant les codes au public, etc., bah, tu t'évites énormément de situations comme ça et tu permets aux gens, en fait, de leur redonner le droit qu'ils ont, qui est un droit fondamental pour nous, c'est d'avoir accès à ton argent. Et en plus de ça, t'as tout le côté privacy, tout le côté trading, enfin, il y a plein d'autres côtés, quoi. Mais le droit Tout à fondamental, fait. c'est tu as accès à ton argent, quoi. Et personne Tout à fait. ne peut rien y dire. L'État, il peut essayer de chercher ce qui se passe dans le smart contract ou quoi, mais on va pas communiquer qui tu es ou d'où tu es. Enfin, il y a aucun risque sur ça parce que c'est permissionless, quoi. N'importe qui peut login sur Paradex, acheter et déposer des bitcoins ou des pairs ou des options. À la fin, c'est une plateforme décentralisée où tu peux faire ce que tu veux, quoi. Du coup, là, je vais rentrer sur du personnel, parce que je pense que ça peut intéresser les gens. Déjà, je tiens à te dire que c'est une de mes interviews préférées, parce qu'elle est très technique sans me manger la tête, ce qui est très difficile Ouais. sur ce marché. Du coup, j'aimerais savoir quel est un peu ton parcours avant Paradex, comment tu as pu apprendre tout ça et comment tu as pu te faire recruter par Paradex, parce que j'ai pu apprendre en off que les recrutements chez Paradex sont très 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 difficiles. Vous refusez beaucoup. Ouais. Et du coup, toi, tu as réussi à rentrer. Ouais, bah moi, j'ai fait un parcours assez classique. Je suis français, j'ai grandi en France. J'ai fait un bac général SP maths. Depuis assez jeune, en fait, je savais que je voulais faire de la finance. Quand j'étais Mhm. en troisième, je disais déjà, je vais être trader à Chicago parce que c'était là où il y avait les dérivés, tu vois. Et j'ai fait une école de commerce derrière, post-bac, donc rien de flamboyant. Mais ça m'a permis de m'intéresser un peu à tout, à la finance notamment. J'ai passé le niveau 1 du CFA aussi qui m'a donné une assez bonne culture financière. Ouais, Ensuite, j'ai fait des stages en finance, donc j'ai fait un premier stage en audit. Ça m'a pas passionné, mais ça me laissait beaucoup de temps libre parce que j'avais très rapidement automatisé toutes mes missions. Et sur mon temps libre, moi, je tradais des options. Je spéculais, tu vois, sur les annonces de résultats des boîtes américaines, sur les indices de volatilité. Enfin, j'étais déjà passionné de ça et c'était sur ça que d'accord. je spéculais, moi. Et du coup, je me suis redirigé vers la finance de marché derrière. Je voulais être sales ou trader, donc j'ai fait de la vente de produits structurés. Euh, donc assez technique, parce qu'en fait, en tant que vendeur de produits structurés, tu vas tout comprendre de ces produits qui sont des produits exotiques, en fait. Mais j'ai fait ça en stage, du coup, 2 fois 6 mois dans 2 banques différentes. Et après ça, j'ai fait deux, trois autres trucs. Et en fait, derrière, enfin, j'ai fait un an un peu où j'ai chillé. J'ai pas mal voyagé aussi parce que j'avais acheté des calls sur GameStop, moi, à l'époque. Donc j'ai un peu tiré avantage de ce truc. Donc j'ai pris un an un peu off et ensuite il fallait que je trouve un taf. Et en fait, je me suis dit, soit j'essaye de rentrer en banque, mais c'est hyper compliqué d'être recruté en banque, tu sais, si t'as pas fait la bonne école, si t'as pas eu le bon bac, si t'as pas, s'il n'y a pas de headcount au moment où tu fais ces entretiens, ou même si on te fait passer 15 entretiens pour te dire on recrute pas, ou alors tu regardes d'autres choses. Et je parlais à pas mal de monde, tu vois, des brokers, des boîtes de trading. J'étais un peu intéressé partout et comme j'avais un parcours, j'avais des noms solides sur mon CV, ça passait bien. Et en fait, j'ai été contacté par un broker de crypto à Paris qui,
qui est un prime broker en fait qui s'occupe de faciliter des grosses transactions crypto pour les institutionnels. Donc typiquement, tu es un VC, tu as acheté beaucoup de tokens, tu vois, c'est un top 100, un top 55, je sais pas quoi, et tu as une position qui représente 10% du market cap. Comment tu fais pour liquider cette position sans éclater le marché? Et c'était notre spécialité. Donc pendant 2 ans, moi, je faisais ça. J'allais voir des institutionnels de tout type parce qu'en fait, on pouvait faire beaucoup de choses. Donc ça m'a permis de me faire une énorme culture de marché crypto institutionnel qui est un cercle assez fermé. Au final, très peu de gens Ouais, savent ce tout qui à se fait. passe. Très peu de gens connaissent les noms. Tu vois, tout le monde connaît Wintermute, mais en fait, tu te rends compte que personne sait ce que fait Wintermute sur le crypto Twitter en tout cas. Ouais. Et donc moi, j'ai rencontré un peu tous ces gens, tu vois, les market makers, les fondations, les VC, les asset managers, même les banques. Euh, un peu savoir ce que tout le monde fait et essayer de comprendre comment est-ce que nous, on pouvait les aider. J'ai fait ça pendant 2 ans. Super expérience. Et en fait, à l'issue de ça, je savais que je voulais aller sur le marché des dérivés parce qu'on était en France, on avait le problème de régulation. On avait dû arrêter de faire du dérivé. Et moi, je voulais faire des options, je voulais faire des produits structurés. Je voulais voir ce qui se passait là. Et surtout, je voulais faire de la DeFi parce qu'on en faisait très peu. C'est quelque chose qui faisait un peu peur, tu vois, avec le côté AMF, le côté régulation en France. Même les clients qu'on allait voir, on n'avait pas forcément de valeur à leur offrir sur la DeFi. Et moi, j'ai un peu raté, tu vois, le Crypto Summer 2021 parce que j'étais là à faire des produits structurés, à trader des options. Mais quand j'ai commencé à bosser full-time en crypto, je me suis passionné de DeFi, tu vois, c'était le début des meme coins, en fait. C'était le début de PP, Hmm. le prime time des attaques sandwich de MEV, les trucs comme ça. Et je suis tombé un peu dans ce rabbit hole, euh, dans ce terrier, je sais pas si ça se dit en français. Mais ça Ouais, ouais. ça m'a passionné et en même temps, tu vois, il y avait Hyperliquid, il y avait ça commençait un peu, la méta Perpdex commençait un peu à devenir vraiment intéressante. J'avais eu pas mal d'interviews sur tous ces sujets-là et donc il y avait un peu ces deux côtés-là qui m'intéressaient. Et en gros, l'histoire, c'est qu'il y a un des market makers de Amsterdam avec qui je m'entendais bien. Un jour, il m'a dit, je lui avais trouvé un bar sympa à Paris après une soirée crypto. Il m'a dit, où est-ce qu'il y a un bar sympa? Je lui ai dit, viens là, je connais et tout. Et il m'a dit, super soirée, mec, si tu veux un taf un jour dans le domaine des options en crypto, tu me donnes un coup de fil et je te trouve un taf. Donc je lui dis, vas-y, c'est peut-être le moment. Et il me présente à Paradigm, du coup. Donc Paradex et Paradigm, c'est la même boîte derrière. C'est Paradigm, la maison mère un peu. Euh, et en fait, ça se passe très bien, quoi. J'ai tout de suite un bon fit, tu vois, au bout des 10 premières minutes avec le gars qui gérait l'Europe avant. Super bon fit, on s'entend super bien. Il voit que je suis déter, il voit que je suis passionné, donc il me fait passer tout de suite devant. Et ensuite, je rencontre un peu toute l'équipe. Et en fait, c'est juste, j'avais la dalle et j'étais passionné, quoi. Donc ça demande pas beaucoup plus que ça. C'est juste, il y a beaucoup de gens, ils font les entretiens, mais ils savent pas vraiment de quoi ils parlent. Tu sais, tu postules pour un job où il faut comprendre un DEX, ce qui est une plateforme compliquée. Tu demandes aux gens, où est-ce que tu trades aujourd'hui? Ils te disent, je ne trade pas. Et en fait, même si c'est mettre Hmm. 100 balles par mois sur un DEX et te faire liquider, mais au moins t'intéresser à qu'est-ce qui se passe dans ce marché-là, si tu n'es même pas capable de dire, j'ai un peu tradé sur ce truc, tu recales beaucoup de candidats avec des questions bêtes comme ça. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et nous, en plus, donc, on a le côté paradigme qui est très technique, très institutionnel, très. Enfin, c'est pas non plus le truc le plus compliqué du monde, mais il faut avoir un minimum de connaissances. Et donc, ils avaient beaucoup de mal à recruter quelqu'un en Europe en plus, parce ils demandaient quelqu'un qui s'y connaisse en options, qui s'y connaisse en crypto, et en plus qui s'y connaisse en DeFi et qui a des standards de travail assez élevés, quoi. Donc, ouais. Mais pour moi, c'est bien passé, quoi. J'ai tout de suite j'avais le coup de cœur. J'étais en process avec une ou deux autres boîtes pas mal pour des postes bien payés, enfin des trucs sympas. Même Paradox, c'est bien payé, hein, mais je disais à ma copine à la fin, j'avais 3 offres, je disais, ouais, je sais pas, j'ai ça, j'ai ça. Elle me disait, mec, mais qu'est-ce que tu me racontes ça? T'as trop la dalle d'aller à Paradex. T'en parles, t'as les étoiles dans les yeux, les autres, t'es en mode, ouais, je sais pas. Et j'hésitais, mais en fait, j'hésitais pas, tu vois, mon cœur avait déjà choisi. Ouais. Mais c'est super. C'est super. Et en plus, tu as de la chance. Non, tu l'as provoqué cette chance, mais tu es dans un des seuls secteurs qui a de l'avenir sur ce marché, Mm. dans un positionnement qui est bon et sur le point institutionnel, si je peux me permettre. Tu t'occupes aussi du retail, puisque voilà, tu travailles avec différentes personnes de l'écosystème, mais t'es dans le side intéressant des choses, on va dire. Ouais, Voilà. bah, tous les sites sont intéressants, mais le side retail, il a été un peu maltraité parce qu'il y a beaucoup de produits retail qui sont pas, enfin, de produits qui sont marketés pour le retail qui ont rien à faire avec les retail. Euh, Mais après, au final, la crypto et la blockchain en général, c'est des technologies qui vont bénéficier à tout le monde, tu vois, toute l'humanité.
va bénéficier de ces technologies un jour ou l'autre. Et que ce soit en direct ou en indirect, que tu t'en rendes compte ou non, tout le monde va bénéficier de ce truc. Enfin, c'est ma conviction et la conviction de beaucoup de gens dans cet écosystème. Personne n'a besoin de savoir ce que c'est le zero knowledge ou les roll-up ou tous ces trucs-là. Euh, mais la vision vraiment de Paradex et de beaucoup de gens dans cet écosystème-là, c'est que la finance arrive on-chain. Et en fait, tu Mmh. peux, que ce soit en tokenisant des trucs, que ce soit en faisant des perpdex, enfin, il y a énormément de choses. Et pour nous, le perpdex, aujourd'hui, même si c'est une appellation un peu pourrie, parce qu'il y a Hyperliquid, tu vois, c'est un perpdex, mais il y a beaucoup plus que du perp. Il y a une partie de la finance qui va être on-chain sur une de ces plateformes-là, ou sur plusieurs de ces plateformes-là. Ça va être des hubs centraux de liquidité, de finance décentralisée. Et quand on va commencer à mettre les stocks, le FX, le marché de la crypto, il faut se rendre compte que c'est infime, tu vois. Si tu compares par exemple au CFD, qui sont une façon pour les retail de spéculer avec des dérivés, des leviers sur les stocks, le marché de la crypto, c'est rien. Même le marché de dérivés Mmh. crypto, c'est je sais plus combien de trillions de pay interest en tout. C'est infime par rapport à ce qu'il y a en TradFi. Et en fait, les perps sont des produits bien supérieurs au CFD sous plein d'aspects. Et en fait, si tu dis les perp DEX, c'est la nouvelle infrastructure qui permet au retail du monde entier de spéculer sur des actifs, qui permet aux institutionnels de trader entre eux sans avoir à payer 50 intermédiaires, sans avoir à attendre des délais de settlement de plusieurs jours, sans avoir à attendre que l'argent il arrive le week-end, il faut réaliser que ça change tout, quoi. Et en fait, nous, on veut se positionner pour être une de ces plateformes centrales de l'économie, mais la nouvelle génération d'économie qui va être on-chain. Très bien. Alors, on n'a pas parlé tech, c'est voulu. Pour le coup, j'ai pas voulu leur parler de Starknet, machin. Je suis pas fâché avec Starknet, mais en fait, c'est juste que déjà, vous répétez à force, vous connaissez. Et en plus de ça, je pense que ça ne vous intéresse pas tant que ça. Par contre, vous avez aussi un narratif qu'on n'a pas du tout abordé dans cette émission, c'est la privacy. Mm. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu? Quel est l'état des lieux en termes de privacy sur Paradex? Quelle est la vision et qu'est-ce que ça va apporter par rapport à une plateforme centralisée ou par rapport à Hyperliquid, par exemple? Ouais. Ben pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, le côté où tu as le droit d'avoir accès à ton argent, tu as le droit d'avoir que personne sache ton argent, etc., c'est un droit un peu fondamental pour nous. Et la privacy, en fait, tu vois, par exemple, pour moi, je pense qu'on devrait savoir, on devrait connaître les dépenses de l'État, on devrait savoir qu'Anne Hidalgo, elle s'achète des robes Chanel sans qu'on ait à lui faire des procès. Mais par contre, Mais on nous explique qu'on les voit, les dépenses, mais on les voit de manière assez abstraite. On les voit ouais, pas dans le détail. Je suis d'accord avec mais, toi. mais Je suis d'accord tu avec toi. n'es pas censé savoir combien ton voisin il a sur son compte. Tu vois, Hmm. c'est son droit de pas te le montrer. S'il veut s'acheter une Lamborghini pour se faire croire qu'il a de l'argent, ou qu'il a de l'argent, bah, il peut. Mais s'il veut rester discret et pas se faire kidnapper parce qu'il a des millions, c'est son droit. Donc nous, notre vision, c'est que la privacy, c'est un droit fondamental. Et que ce soit pour tes positions de perp, que ce soit pour tes holdings de spot, etc., ça doit rester privé. C'est pas forcément. Enfin, autant que tu le veux en tout cas. Et en gros, ce qui s'est vu, tu vois, en fait, les SEC, les échanges centralisés sur Binance, par exemple, t'as ce côté privacy. Mais Binance, c'est une boîte noire. Donc en fait, à part Binance, les équipes de trading internes de Binance, peut-être certains market makers, en tout cas, il y a des exchanges centralisés. Tu vois, Binance, c'est un des moins shady sur cet aspect-là. Je pense pas qu'il fasse quoi que ce soit pour trader contre toi ou pour vendre ton information. Mais il y a des plateformes shady, il y a énormément d'exchanges centralisés qui abusent un peu de ce système-là, qui vont trader soit contre toi, soit qui vont revendre tes niveaux de liquidation ou tes stop-loss à des market makers. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont possibles parce que ils ont l'accès. Premier point. Et deuxième point, c'est que c'est des boîtes noires. Donc en fait, c'est une semi-privacy parce que eux, ils ont accès. Mais toi, tu n'as pas accès. Et sur les DEX et sur la DeFi en général, le truc, c'est que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas trop les technologies qui permettaient de rendre les choses privées. Et un des gros contre-coups de ça, c'est par exemple sur Hyperliquid, tu as dû voir l'histoire de James Wynn, où il mettait ses positions, il se leverageait comme un fou, il mettait des centaines de millions de dollars sur des positions folles. Et les gens, ils commençaient à dire, mais ce gars, il est en train de faire ça. Si on va assez proche de ce prix-là, en fait, on pourrait juste se mettre à casser le prix, à mettre des ordres extrêmement élevés dans le carnet d'ordre pour décaler le prix, le faire liquider et profiter de sa liquidation qui va provoquer une cascade de prix, tu vois. Et ça, en fait, ça devrait pas exister. C'est une anomalie totale. Il y a plein d'autres exemples, mais celui-là, c'est le plus frappant et c'est celui qui a fait le plus de bruit sur Twitter. Donc nous, en fait, en rendant les transactions privées, et en fait, ça va un peu plus dans la tech, et j'ai pas envie de m'aventurer sur ce terrain, mais en gros, c'est grâce à... On bosse pas avec Starknet directement. Nous, on a repris la blockchain Starknet et on l'a modifié pour le use case d'un exchange. Donc, c'est un fork, c'est la Paradex Chain.
Mais en gros, Starknet, pourquoi on a fait ce choix à l'origine plutôt que d'aller sur tous les optimistic rollup ou les Arbitrum qui avaient beaucoup de buzz à l'époque, où on a lancé en 2023. Le choix de Starknet s'est fait pour une seule raison, c'est le Zero Knowledge, qui n'était pas ultra scalable à l'époque, et qui aujourd'hui, la scalabilité, c'est à des années-lumière de ce qu'il y avait à l'époque. Et les requirements en puissance de calcul, en fees, etc., ont rien à voir. Et donc, en fait, en faisant du Zero Knowledge, tu permets de... En fait, personne ne sait rien à part toi et le prover, quoi. Et c'est tout dans tout est dans le smart contract, tout est dans la blockchain. C'est juste une technologie qui est hyper puissante et qui permet de faire des transactions privées. Et donc, la privacy, elle passe par 3 points sur Paradex. Tu as le premier qui était déjà là, plus ou moins jusqu'à maintenant, c'est en gros, tu peux pas vraiment aller sur l'Explorer si t'es pas connecté sur le compte, ou si ton wallet n'a pas la même signature que ton compte Paradex. Mais aujourd'hui, tu pourrais quand même, avec les states de la blockchain, aller chercher. Tu pourrais essayer de remonter un peu les pistes parce que la blockchain reste publique. Donc le deuxième point, c'est de rendre ça, c'est de la cryptographie. En gros, tu cryptes les données Tu du layer 2, obfusques. tu obfusques. Et la troisième étape, c'est parce que même en faisant ça, en fait, tu as quand même du settlement sur le layer 1. Toutes les quelques heures, on envoie une transaction sur Ethereum pour montrer les changements d'état sur la blockchain Paradex. Et c'est pour ça que le bridge officiel, le vrai bridge Stargate, il prend 6 heures parfois parce que tu dois attendre le settlement sur Layer 1. Et en fait, la troisième étape qui est clé, c'est de dire bah, même ça, ce sera crypté. En fait, même en remontant les transactions de la L1, tu ne pourras jamais savoir qui est qui et qui avait quelle position à quel moment. Ouais, tout à fait. Mais tu pourras toujours vérifier que la transaction faisait sens grâce au côté vérifiable. C'est une blockchain, c'est zero knowledge, mais c'est vérifiable. Je préfère qu'on parle de chiffrement plutôt que de cryptage. Ouais, on m'a cassé les couilles à ce sujet-là à l'époque, quand je me suis lancé dans les cryptos. On ne va pas rentrer dans les détails à ce sujet-là aujourd'hui, mais en tout cas, c'est très clair. Donc, du chiffrement par étape pour qu'à l'arrivée, en fait, on puisse plus game le système et disons-le, baiser les gens. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, t'as beaucoup de choses qui sont faisables grâce à la blockchain. Le côté privacy, ça commence à être possible parce qu'il n'y avait pas les technologies pour le faire jusqu'à maintenant. Là, maintenant, c'est possible. Hyperliquid, peut-être qu'ils vont devoir s'y adapter un jour. Même s'ils ont vraiment cette vision. Ils sont pour pas eux, la faits pour. transparence, tu vois, c'est feature, not a bug. C'est voulu. Ouais, comme Bitcoin. Ouais. Ce qui est intéressant. Mais il y a beaucoup d'institutionnels qui ont peur de ce côté-là, tu vois. Mais je pense que Hyperliquid, c'est pas du tout le mot d'ordre. Mais peut-être qu'ils feront, comme avec l'HyperVM, ils feront encore une espèce de sidechain dédiée. En tout cas, vous, par définition, vous êtes pensé pour ça. Ouais, nous, c'est et avec les dernières innovations de Starknet. Et c'est des choses qui nous ont fait galérer, tu vois. Je crois la première année, ce que mon boss me racontait, c'est qu'on avait 10 marchés et on payait des milliers de dollars tous les mois en fees de settlement, en fees de chain. Parce que juste pour la puissance de calcul pour 10 marchés sur Starknet, ça coûtait une fortune. Et aujourd'hui, maintenant, ça coûte quasiment rien. Et en plus, on a le côté privacy. Donc, on est content du move du début et on est content aussi que Starknet ait continué d'avancer et à innover et à réduire tous les fees, à augmenter la scalabilité. Après, moi, comme je te l'ai dit, je ne suis pas le plus technique sur tous ces aspects de chain. Mais en gros, il faut comprendre que la privacy, c'est un des mots d'ordre de ce qu'on build. Et pour tu vois, le commun des mortels, en fait, ça ne change pas grand-chose à sa vie. Le commun des mortels, il ne va pas se faire arbitrer, mais c'est pour aller chercher des énormes acteurs que ça va être plus pertinent. Tu vois, c'est des discussions qu'on commence à avoir beaucoup là. Il y a même des gars qui sont énormes sur Hyperliquid qui disent on met un énorme trade, tu vois, on fait du delta neutre par exemple. On a 20 millions d'open interest de short Bitcoin et les gens ils cherchent, ils arrivent à trouver qui on est alors qu'on est un hedge fund que personne connaît. Et les gens, ils viennent nous voir sur les guides, ils disent pourquoi tu shortes le Bitcoin et tout, on va te retrouver. Et en fait, tu vois, c'est des trucs hallucinants. Wintermute, ils sont attrapés parce que tous leurs wallets sont connus maintenant. Tout le monde en veut à Wintermute, ils font rien ils sont pas en train de short le marché, quoi. Ah, ils se hedge. Bah, ils se hedge ou ils font du long short, ils font de l'arbitrage. Wintermute, c'est une des plus grosses boîtes de trading d'arbitrage du monde. Bah écoute, je pense qu'on est sur un format pas mal. En vrai, tu nous as donné en fait plein d'informations intéressantes. Moi, j'aimerais boucler cette émission sur quels sont les next steps. Du coup, tu nous as dit potentiellement TGE février avec Spot, potentiellement pour janvier. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui arriveraient à un horizon de temps très proche qui pourraient nous intéresser, dont tu peux nous parler ? Ouais, je pense la prochaine
enfin, le prochain truc vraiment intéressant qui va arriver, c'est le côté trader du perp sur du stock ou sur du FX. Ok, Et ça, donc c'est change de devise et action. ouais, ça c'est un marché qui est hyper early, mais que Hyperliquid a assez bien réussi à capturer, que Lighter a lancé récemment aussi, et que je crois il y Oui. a d'autres decks qui l'ont. Mais ça, en fait, c'est le tout début de ce marché-là. Ça représente assez peu de volume, mais pour nous, c'est ça qui va casser le game. C'est De des toute façon, marchés. c'est là où il faut se placer, Il justement. faut, il faut y être absolument, mais c'est insane. C'est tellement petit aujourd'hui, mais c'est un marché qui a une autoroute vraiment devant lui pour capturer des parts de marché à la finance traditionnelle. Parce que nous, tu vois, in fine, on veut concurrencer les autres DEX, on veut se positionner comme un des plus gros DEX. Mais si on est un DEX, c'est surtout pour aller concurrencer les exchanges centralisés. C'est pour dire pourquoi tirer trader sur BitMEX ou sur Binance, sur OKEx ou sur je sais pas quel exchange shady, tu vois, les Gates ou je sais pas qui, sans vouloir me faire d'ennemis, mais enfin, il y a plein de ces plateformes, c'est shady, quoi. Euh, Pourquoi tirer là alors que tu peux avoir tout ce que tu as là sur un DEX? Et même aujourd'hui, on n'a pas tout ce qu'ils ont, mais on va l'avoir. Et tu vois, même tous les trucs de. Tu peux déposer par Apple Pay, tu peux déposer du fiat, tu peux Ok. withdraw. Enfin, Le dépôt fiat, c'est dans le pipe ouais, ouais, sur Pardex? bien Ok. sûr. Ça pose des questions un peu régulatoires, mais en fait, on va le faire avec des intermédiaires où je trouvais Hmm. le bon partenaire qui le fait sans prendre 10% de frais à l'utilisateur. Parce que tu vois, tu veux être une plateforme, tu veux dire. En fait, un des avantages d'être un DEX, c'est qu'on est une petite équipe, tu vois, on est 30. On n'a pas 600 personnes au service marketing, on n'a pas une armée de KOL qu'on paye des milliers d'euros tous les jours. Donc en fait, on peut réduire les coûts d'opération de l'exchange massivement. Et l'idée principale derrière ça, c'est de transmettre cette optimisation des coûts aux users. Donc en Ouais. fait, en faisant ça, bah, on a le zéro fees, on a même les fees pour maker, ils sont très bas. On a, et donc si on commence à charger 10% sur les dépôts, bah, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on veut. Mais on a discussion avec des partenaires pour faire ça. Donc on va devoir le faire. Et en fait, dans un an ou deux, tu vois, on sera en ligne avec ce qui est offert en termes de produits sur un exchange centralisé. Et la plus grosse différence, ça va être de dire, t'es maître de tes fonds. Et surtout aussi, le gouvernement ne sait pas, tu vois. Je sais pas, je crois qu'ils Hmm. ont passé un truc récemment en France pour dire tu dois déclarer ton ledger à partir de 5 000 euros, je sais pas quoi. Apparemment, ouais. Ils n'ont pas vraiment de façon de l'enforcer, mais ça commence à être de plus en plus. Comment tu achètes du Bitcoin en France, tu vois, techniquement, est-ce que tu envoies tes USDC depuis ton Revolut, mais tu as acheté des cryptos sur Revolut? Enfin, il y a plein de questions comme ça. Et en fait, en étant on-chain, complètement, il y a toujours les questions d'où tu sors tes premières cryptos, mais en étant complètement on-chain, en fait, le gouvernement ne sait pas forcément. Et en fait, le gouvernement, il ne sait pas ce que tu as en œuvre d'art, par exemple. Le gouvernement, il Hmm. ne sait pas ce que tu as en objet de collection, il ne sait pas ce que tu as en chaussures. Enfin, il y a que tes actifs financiers. Et encore, je crois, Numérique. ils ne savent même pas précisément, souvent, enfin, ils ne peuvent pas forcément tout savoir. Et là, Ils peuvent, mais pas de manière instantanée. Ils ouais, peuvent dans certains contextes, et ils s'ajoutent des contextes par la loi de plus en plus, mais bon, ils peuvent pas, c'est pas la NSA, en tout ouais, cas. c'est ça, tu n'es En pas tout cas, censé. pas officiellement. C'est-à-dire peut-être qu'ils ont des failles, mais en tout cas, ils peuvent pas les enclencher comme ça et s'en servir de levier pour attaquer tout le monde. Ouais, ouais. Donc, voilà. Donc, l'idée, voilà, c'est d'aller concurrencer tout ça et même, en fait, d'aller concurrencer des business TradFi, comme je disais, le CFD. Je sais Hmm. pas à quel point les gens sont familiers avec ce truc, mais c'est un marché de malade, quoi. eToro, plus 500, c'est des boîtes massives. C'est des milliards et des milliards de chiffre d'affaires et de bénéfices parce que c'est un marché qui est contre le retail, en fait. Le CFD, tu trades contre la maison, es contre c'est un casino. C'est un vrai casino. C'est une Ah vraie. ouais, ok. En finance, on parle de bucket shop, tu vois. Tu trades contre l'exchange. L'exchange, il a intérêt à ce que tu te fasses liquider ou que tu payes des gros spreads ou que tu payes des gros fees. Et en fait, tu payes tout au même. Tu payes pas à un market maker tu payes tout à la maison, là. Donc, c'est un business D'accord. un peu shady en soi. Et en fait, c'est un business qui peut être complètement disrupté par la crypto. Et là, il est encore très tôt pour s'en rendre compte, mais c'est un des marchés les plus intéressants pour nous. Ok. Et bah écoute, c'est top. Donc toi, évidemment, très bullish sur le narratif Perpdex, pour toi ou pour la concurrence, et tu penses que là, on est vraiment au début parce que justement, on vient quitter la crypto pour les actions, Ouais. l'échange de devises, les matières premières, les métaux, et j'en passe en fait. Ouais, carrément. Bah, tu vois, Énormément. même les devises, tu vois, j'en ai même pas parlé, mais les CFD, il n'y a pas de CFD sur les devises, mais il y a plein d'autres produits. Je crois que c'est surtout sur des futurs que les gens ils traitent les devises aujourd'hui. Tu regardes le nombre de brokers de devises, le nombre de plateformes qui t'offrent du levier, et on parle de. Tu sais, c'est le Forex, les mecs d'Instagram qui te vendent des formations Forex et tout.
c'est un marché délirant. Mais c'est des fils de fous, c'est des spreads de fous, tout est fait pour que le client il perde de l'argent. Mmh. C'est un casino optimisé contre le joueur. Parce c'est un peu des zones grises de régulation, tu vois. Alors que tu peux faire un DEX, tu peux rendre tout assez transparent et, et tu peux un peu changer la donne et changer le modèle de distribution de tous ces trucs-là. Très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas, Nico. Je laisse ton Twitter et celui de Paradex en description pour ceux qui veulent te poser des questions. Euh, C'était Capet et du coup Nico pour la chaîne de Coin Academy. J'espère que cette interview vous aura plu. Excusez-moi pour la petite coupure entre-temps. Si jamais vous avez envie de voir d'autres interviews avec des francophones de l'écosystème, peut-être des concurrents ou des projets DeFi, etc., n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. J'essaie de focus la francophonie puisqu'apparemment tout le monde se barre. J'en vois pas Picapixua, mais ça commence à lâcher un petit peu le CTFR. C'est dommage. Souvenez-vous de l'époque Prime, Journal du Coin, Cryptos, Coin Academy. On avait encore Sam de JDC. Ça nous manque, voilà. Mais on est toujours là pour vous proposer ce Non, genre de va y avoir contenu. un Donc, renouveau de ça. Je pense qu'il y a des gens hmm, qui partent, mais il y a des tas de nouveaux gens intéressants qui arrivent. Il y a des tas de mecs qui parlent en français, qui ont du contenu intéressant. On est ouais. un pays. Tu vois, moi j'adore la France. Ouais. C'est facile de dire ça. J'habite à Londres en plus, mais on a un pays avec tellement de ressources et il n'y a pas ça dans les autres pays européens. Tu vois, tu regardes l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et tout. Il n'y a pas il y a pas cet engouement. Il n'y a pas de communauté aussi soudée, aussi forte, même si on se tire tous dans les pattes les uns les autres en France. C'est un pays c'est un pays où il y a les gens les plus intelligents du monde. En fait, on a lancé tellement de trucs de fous. Hmm. On a tellement une ingénierie développée, on a tellement des bonnes écoles, enfin, on a tellement de potentiel. Puis Je pense même sur l'e-sport, le divertissement, ouais, c'est ça. la régie, Qui est laisse capable tomber. de faire Je ce suis que d'accord, Kameto a fait, qui est capable de faire ce que Squeezie a fait, tu vois, dans les autres pays, ça n'existe pas, des mecs comme ça. clairement. Donc non, je pense Clairement. que le CTFR va continuer d'exister, a encore de beaux jours devant lui. Hmm. Et Team Vitality, je vois ton grand chef qui parle de CS. Pour la petite histoire, si tu veux, Néo, le patron de Team Vitality, c'était mon chef quand j'avais 16 ans. J'étais Ah dans ouais, sa structure e-sport, juste avant Team Vitality, du coup. ah, trop Donc je cool. l'ai vu grandir. L'histoire était dingue, mais ce sera l'occasion d'en discuter peut-être dans une autre émission. En tout cas, merci beaucoup, Nico. Tous les liens utiles en description. On reprend de l'activité. Ça m'a fait super plaisir. C'était très technique, mais compréhensible. Voilà. Ouais, Et du coup, bah, tu es toujours le bienvenu pour ce genre d'émission. N'hésite pas. ça marche, avec plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne soirée. Ciao tout le monde.